Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs qui défendent aussi ou plutôt les savoir-faire français. Aujourd'hui, on va vous parler du label Entreprise du patrimoine vivant, un label qui distingue l'excellence des savoir-faire français et qui est en danger. Il est menacé par le projet de loi de finances actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc plusieurs entreprises sont montées au créneau pour le défendre. Avec nous au micro de Sud Radio, Tristan De Witt, président du réseau Excellence Entreprise du patrimoine vivant, le réseau Excellence EPV, fondateur de Rivalen et notamment de l'entreprise Roger Pradier qui a ce label Entreprise du patrimoine vivant. Et nous serons également par téléphone avec Audrey Régnier de l'entreprise Boin en Normandie, ces aiguilles qui s'exportent dans le monde entier. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous Tristan De Witt. Merci Audrey Régnier. Merci Nathalie. Alors ce label est menacé par le projet de loi de finances 2025. Beaucoup de nos auditeurs ne le connaissent pas. C'est important donc de comprendre ce qu'il représente pour prendre conscience finalement de l'importance de le préserver. Rappelez-nous en quelques mots, Tristan De Witt, ce qu'est le label Entreprise du patrimoine vivant. Eh bien, bonjour à tous, c'est un label d'État, c'est extrêmement important. Il a été créé en 2005 et c'est l'État qui a souhaité à ce moment-là reconnaître un savoir-faire manufacturier. C'est l'artisanat et l'industrie, un savoir-faire manufacturier rare et d'excellence. Donc il y a un grand millier d'entreprises qui sont labellisées, des petites aux grandes, dans toutes les régions de France. Différents. De la gastronomie à l'ébénisterie, en passant par le vitrail, tous les métiers, le cuir, les grandes maisons qui font la fierté de la France à l'export et à l'international ont tous leurs ateliers ou quasiment qui sont labellisés Entreprises du patrimoine vivant. Donc ça montre bien que ça reconnaît un savoir-faire d'excellence, de haute facture, métier de la main, mais aussi de l'industrie. On regroupe les deux mondes aussi, quand on parle des petits et des grands, eh bien ça va de l'artisanat où ils sont une ou deux personnes dans un atelier à des ateliers où ils sont plusieurs dizaines voire centaines. Donc les diversités de nos métiers français sont représentées dès lors qu'ils sont de haute façon et voilà, de haute facture. C'est valable 5 ans, c'est bien ça, et il est attribué, on va dire, après une sélection qui est extrêmement rigoureuse. Eh bien, l'État a défini par décret en fait un certain nombre de critères qu'il faut respecter, et c'est une société qui s'appelle SGS, qui est une société spécialisée de la certification, qui regarde les dossiers de candidature, et ensuite il y a un groupement d'experts qui est composé que de personnes qui ont l'expertise de chacun des métiers, et qui viennent dire après l'expertise, après l'audit fait par SGS, eh bien oui, vous êtes parmi les meilleurs de ces métiers pour une durée de 5 ans. On sait que pendant 5 ans, la société peut avoir des mouvements, peut changer peut-être de business model. La plupart du temps, dans les EPV, c'est des métiers plutôt stables et pérennes, mais c'est très sain de revérifier après 5 ans que les critères sont toujours respectés. Et donc, on repart à zéro. Quand on recandidate, on refait un audit comme si on l'avait jamais fait. Ouais, c'est pas un label à vie, quoi. Donc, il y a un contrôle tous les 5 ans. C'est bien plus qu'une simple reconnaissance. Ce label, il permet donc de témoigner d'un héritage vivant, d'un savoir-faire unique, qui mêle tradition et innovation. On le compare souvent aux trésors nationaux vivants au Japon. Alors absolument. Les trésors au Japon, c'est des petites entreprises, plus petites. Là, la spécificité française sur ce label, c'est qu'on va aussi vers des plus grandes. Mais c'est vrai que c'est une aide. C'est ce qu'a voulu faire aussi le Japon pour reconnaître. C'est un testimonial pour l'entreprise. C'est pas elle qui le dit, c'est pas un cantatoire. C'est quelqu'un d'autre qui le dit et pas rien. C'est l'État qui dit vous êtes le meilleur. Donc c'est un vrai outil pour se faire reconnaître et offrir une réassurance à nos clients, qu'ils soient en B2B, le consommateur final en B2C ou B2B, des donneurs d'ordre divers. Alors, votre entreprise, Audrey Régnier, l'entreprise Boin, a ce label. C'est votre cas. Présentez-nous peut-être déjà votre activité en quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ces aiguilles normandes qui s'exportent dans le monde entier. Alors, Boin, c'est une entreprise qui a 191 ans. On est fabricant donc depuis tout ce temps d'aiguilles à coudre, d'épingles. Donc, on est le dernier fabricant en Europe et on a ouvert tout un parcours de visite il y a 10 ans. On a candidaté au label il y a presque 5 ans maintenant, un petit peu moins de 5 ans. Et la particularité de l'entreprise, c'est que donc on a toute une partie qui est fabrication artisanale donc pour ces produits-là et une partie négoce. Et avant de candidater, on se posait la question de la légitimité pour notre entreprise de candidater. Alors, ça fait combien d'années? Donc, ça fait 5 ans que vous avez ce label. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'entreprise d'une manière générale? Qu'est-ce qu'il apporte ce label?
Alors, comme je vous le disais, en fait, on se posait la question si on était légitime, puisqu'on a une partie, en fait, production qui représente une partie du chiffre d'affaires et une partie négoce. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on ait que de la production française pour pouvoir le faire. Et en fait, non, parce que le label met vraiment en avant, en fait, le savoir-faire spécifique avec avec des critères vraiment très précis, comme l'a précisé Tristan. Et donc, en fait, finalement, on s'est rendu compte auprès du grand public que le fait qu'on n'ait pas ce label EPV, ça nous remettait en fait en cause aux yeux des personnes qui nous disaient mais c'est pas possible, vous avez un savoir-faire incroyable. Oui, qui est vieux de 191 ans, c'est pas normal. Voilà. Ouais. C'est pas normal que vous ayez pas ce label, etc. Et donc là où en fait nous on se sentait pas, encore une fois légitime de le demander, on s'est dit bon on va quand même candidater et on s'est rendu compte en fait que les critères mettaient vraiment en avant une excellence et un savoir-faire et une histoire. Donc on a pu avoir en fait ce label et le grand public a senti presque une assurance, une réassurance envers nos produits, le fait qu'on ait ce label, parce que ça a justifié pour eux, enfin la boucle était bouclée, que l'entreprise propose des bons produits, soit implantés sur le territoire depuis très longtemps, et qu'en plus, on ait une certification nationale avec un label d'État, et ça c'est très important auprès du grand public. Donc en fait, finalement, voilà, ça a rassuré notre client final. Alors, et d'un point de vue économique, ce label aussi, il offre des avantages concrets aux entreprises, des avantages fiscaux notamment, l'accompagnement à l'export, Audrey. Exactement, donc ça apporte beaucoup d'avantages, notamment voilà, donc, au niveau de la fiscalité. Mais je dirais que le plus gros avantage que je vois, c'est quand je pars à l'export. Alors, je fais la grande majorité de mon export aux États-Unis. Quand je vais voir un nouveau client aux États-Unis, que je leur explique en fait que j'ai un label d'État qui a été certifié, que j'ai passé les audits en fait pour pouvoir avoir ce label et que c'est décerné directement en fait par les services du président de la République, surtout aux États-Unis où on a ce côté très patriotique, pour moi c'est un avantage. Oui, ça apporte du crédit tout de suite, une légitimité, enfin, ça rassure également. Ouais. Exactement. Pour moi, ça a été assez décisif pour quelques décisions de clients. Le fait qu'on ait un label d'État, ça a été surtout, voilà, encore une fois, aux États-Unis. C'est vraiment très très important pour eux et ça facilite le business. Et donc de voir ce label aujourd'hui menacé, ça vous inquiète forcément? C'est-à-dire déjà avec une situation géopolitique un petit peu tendue, si en plus on nous enlève en fait des arguments qui nous permettent d'exporter plus facilement et vraiment d'avoir une position forte quand on part à l'export, c'est vrai que ça m'inquiète. C'est vraiment nécessaire pour les entreprises et peut-être encore plus pour les petites entreprises où on a besoin d'être armé encore plus. C'est pour moi quelque chose d'important dans ma botte secrète quand je vois un client, donc j'aimerais bien le garder. C'est un petit peu la petite carte maîtresse qu'on sort au dernier moment. Attention, il y a ce label d'État. Donc on a bien compris, il y a une valeur culturelle inestimable, pas que économique finalement. Exactement, oui. En fait, c'est tout un ensemble. En fait, vous avez le grand public. En France aujourd'hui, je trouve que vraiment le label est bien assimilé dans l'esprit des gens. Et le label surtout est assimilé à de la qualité et toute une économie. Donc en fait, vous avez toute cette partie-là qui est très intéressante. Vous avez la notion de l'export, vous avez la notion, comme l'a dit très bien Tristan, justement du savoir-faire et de la préservation en fait de ces savoir-faire à travers aussi ce label, tout en ayant à l'esprit, et j'insiste aussi dessus, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ça nous empêche pas de développer des entreprises ou de changer de business model, comme l'a dit Tristan. C'est vraiment quelque chose qui est évolutif, qui touche plein de dimensions différentes pour les entreprises, patrimoniales, économiques, mais ça joue aussi un rôle en interne. Nous, on l'a vu avec nos salariés, quand on a eu le label, ça a été une reconnaissance aussi du savoir-faire en interne. Et aujourd'hui, on a aussi des difficultés dans beaucoup d'entreprises de recrutement. Ça joue. Je reçois des listes de candidatures de personnes qui me disent, en plus, vous êtes EPV, et pour moi, c'est très important. Oui, c'est EPV, Tristan De Witt, vous l'avez rappelé, c'est un label d'État. Donc c'est la France qui récompense l'entreprise. Donc c'est une vraie fierté, j'imagine, aussi pour les salariés. Mais pour les salariés, c'est important. Moi, je vois effectivement dans ma vie d'entrepreneur aussi, ça donne tout, ça ancre le sens que les gens cherchent dans la vie d'une entreprise. On fait les choses d'une belle façon parce qu'on est convaincu, c'est des produits justes, ce qu'on fait. On essaye qu'ils soient dans l'air du temps. On essaye c'est très aussi dans tout ce qui est, dans ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui. EPV est très RSE dans son âme. Et donc c'est très curieux aujourd'hui que l'État renonce en fait à ce label en ne le mettant plus dans la loi de finances, parce que finalement c'est un socle pour l'emploi. Ça sous-tend l'emploi dans les territoires, ce label EPV. Il met en valeur des entreprises qui sont un socle de croissance potentielle. Donc c'est très incompréhensible comme décision aujourd'hui. D'avoir investi dans un label, parce qu'il faut du temps pour gagner en notoriété, et maintenant que ce label
porte ses fruits de plus en plus, se fait connaître à l'international. On sait que les pays asiatiques sont très friands aussi. On parlait des États-Unis à Audrey Régnier, mais il y a aussi effectivement l'Asie. Ils aiment ces labels, ça les rassure. En fait, toutes les entreprises, même l'Italie, j'imagine, en fait, quand il y a un savoir-faire un peu séculaire, notamment dans l'artisanat, le geste précieux, forcément, c'est un label qui intrigue et qui intéresse Audrey Régnier. Ah, complètement. Je me suis axée sur les États-Unis, mais nous on travaille avec des fabricants partout dans le monde qui ont des savoir-faire aussi assez ancestraux, historiques comme nous. Et ils nous le disent que c'est une chance pour la France d'avoir en fait ce label parce que ça raconte en fait toute une histoire, c'est un argument complémentaire. Et en effet, par exemple, en Italie, je pense notamment aux fabricants de ciseaux. On a beaucoup de vallées en fait de fabricants de ciseaux. Et ils sont tous en train un peu de disparaître parce qu'il n'y a pas non plus une action forte de l'État, du gouvernement pour pouvoir les sauver. Et nous, en fait, aujourd'hui en France, donc il y a le travail des entreprises propre à chacun évidemment, mais c'est vrai que le fait qu'on ait en fait aujourd'hui ce couvercle avec le label EPV qui permettent quand même de nous mettre en avant, de nous protéger et puis de communiquer en fait au grand public et encore une fois d'avoir une image forte en fait auprès du B2B comme du B2C, c'est très important et aujourd'hui je peux vous assurer que c'est envié par beaucoup de fabricants en Europe. Merci Audrey Régnier pour votre témoignage. Je sais que vous êtes sur un salon, on va vous laisser rejoindre votre stand, il y a du travail. Et oui, on fait des salons pour faire connaître le produit, c'est aussi une façon de mieux l'exporter derrière. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec vous, Tristan de Witt, pour continuer à évoquer ce label, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser pour que vous puissiez bien comprendre qu'il est menacé et qu'il est important pour ces entreprises. Merci Audrey Régnier. Et belle journée à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes avec vous, Tristan de Witt. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français pour évoquer ce label d'État entreprise du patrimoine vivant qui est menacé en ce moment et qui inquiète forcément beaucoup d'entreprises. Un label qui permet de mettre en avant ces entreprises qui ont un savoir-faire rare et précieux, qui permet aussi d'exporter son savoir-faire à l'international. On en parle avec Tristan de Witt, président du réseau Excellence, entreprise du patrimoine vivant, fondateur de Rivalen et notamment de l'entreprise Roger Pradier qui a ce label entreprise du patrimoine vivant. Merci d'être avec nous Tristan de Witt. Alors on l'évoquait à l'instant avec Audrey Régnier de l'entreprise de Bohain en Normandie. Donc c'est un savoir-faire important, c'est un label important parce que justement il permet de protéger aussi des savoir-faire parfois séculaires. Donc on a compris cette valeur culturelle inestimable. On a évoqué rapidement aussi les avantages économiques qui ne sont pas négligeables pour des petites entreprises qui souhaitent justement se développer. Une majoration du crédit d'impôt métier d'art, ça permet de faciliter la création, la restauration d'œuvres uniques. Donc ces avantages-là aussi économiques sont importants pour les entreprises qui ont ce label. Oui, et petites et grandes. Je pense que dans cette population de PV où il y a toute taille, c'est à plus forte raison vrai pour les petites. Les crédits d'impôt métier d'art, ça permet de financer un certain nombre de recherches qu'on fait sur des pièces uniques, prototypes ou produits qu'on va vendre, parce que les deux sont couverts par ça. Donc ça permet de tester des choses et ça fait la différence quand il faut se lancer et prendre un petit risque. Quand on sait qu'on est soutenu par un crédit d'impôt, eh bien c'est tout ce qui aide à la créativité française et qui contribue évidemment au rayonnement de façon un petit peu indirecte. Donc je pense que c'est quelque chose de clé dans un dispositif public qui est censé soutenir ces savoir-faire manufacturiers. Si on ne fait plus ça, il y a le crédit d'impôt recherche pour les entreprises bien souvent plus grande et pour de la technologie de rupture, pourquoi est-ce que les savoir-faire de la main seraient abandonnés alors qu'en fait ils sont tout aussi importants et ce qu'on fabrique à la main, c'est ce qui est aussi pérenne, l'attention qu'on apporte aux choses. Donc c'est vraiment, on est bourré d'injonctions contradictoires par les temps qui courent et de supprimer ça, si c'est ce qui est sous-entendu par le PLF 2025, ce serait extrêmement dommageable pour ces entreprises. Surtout que si on parle de chiffres, ça reste des montants qui semblent importants, mais finalement dérisoire par rapport à d'autres secteurs et par rapport à ce que ça peut rapporter
finalement. Absolument. Le budget, pour être très clair, le budget du crédit d'impôt métier d'art, c'est quelques millions d'euros qui sont alloués aux entreprises du patrimoine vivant. Les entreprises du patrimoine vivant, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires. Donc on voit bien qu'à l'échelle de ce que ça représente, c'est un petit effort. En termes de retombées économiques, c'est un petit effort. C'est peu d'investissement pour une masse de valeur ajoutée et de chiffre d'affaires en France qui est quand même assez considérable. Et puis le budget pour faire fonctionner le label EPV, l'État alloue environ 1 million d'euros pour faire fonctionner ce budget, enfin ce label EPV. Ce qui, pareil, au regard de 60 000 emplois que ça représente et puis 14 milliards de chiffre d'affaires, c'est franchement peu de choses. Et d'autant plus quand on réfléchit en retour sur investissement, qui est une très bonne chose et que l'État fait tout à fait bien d'adresser, c'est qu'est-ce qu'on attend derrière. Et ces savoir-faire, ils sont un socle de croissance. Ça, c'est une certitude. Il faut les préserver parce qu'il y a des savoir-faire qui sont peut-être pas utilisés aujourd'hui à leur juste valeur, mais demain, qui pourraient être extrêmement utiles. Pour des notions artistiques aussi, parce que les EPV sont très intéressés aussi à la pièce unique et à l'objet artistique. Mais pour réallouer un tissu artisanal et industriel, le redéployer, eh bien, si on n'a pas le savoir-faire initial, pour le relancer, pour s'en servir et capitaliser dessus, ce serait dommage. Donc il y a un retour sur investissement qui potentiellement est important. Et donc c'est d'autant plus important de garder un minimum d'investissement dans cette catégorie. Oui, ne pas perdre définitivement certains savoir-faire. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a aussi cet accompagnement à l'étranger. Moi, j'ai souvent vu des campagnes lancées par les entreprises du patrimoine vivant, souvent par région. Ce qu'on dit souvent, il faut chasser en meute, il faut vraiment se faire représenter à l'international. Ça aussi, c'est important pour une entreprise, pour pouvoir justement avoir cette chance de participer à certains salons à l'étranger ou être reçu par les délégations étrangères, pouvoir être accompagné pour découvrir un pays. Je peux qu'abonder dans ce sens-là, et c'est tout l'objet du réseau Excellence que j'ai le plaisir de présider, c'est de mettre ces entreprises EPV, dès lors qu'on est labellisé, on rentre dans ce groupe, dans ce club, dans cette famille, avec tout ce dénominateur commun qui est la qualité de ce qu'on fait. Et alors ça nous ouvre, quand on se rencontre, on suscite des rencontres, ça nous ouvre des partenariats, de la co-traitance, de la sous-traitance, on peut travailler ensemble, on peut aller ensemble à l'export. Et comme tous ces métiers aussi des EPV, c'est relativement varié. Ce qu'on a fait dans notre réseau Excellence, c'est qu'on a créé des verticales, on a mis toutes les entreprises, par exemple du bâtiment ensemble. C'est un groupe qui représente 300 entreprises. Mais quand on va réaliser un hôtel à l'étranger d'une taille considérable, bah là, en fait, on a tous les corps de métier possibles pour répondre à un besoin d'un architecte, par exemple. Si on n'a pas ce réseau, on est disparate, on y va grouper, et c'est une puissance encore plus importante pour de l'export pour notre nation. Et puis il y a tous les outils de communication qui sont fournis par l'État, donc là aussi ça permet de gagner en visibilité. C'est vrai que je comprends l'inquiétude de toutes ces entreprises de se dire, voilà, ce label il date depuis quoi, 2005 2005. 20 ans l'année prochaine. Voilà, 20 ans. Donc c'est 20 ans d'investissement pour justement montrer que la France est un pays à part parce qu'elle a une histoire particulière, des savoir-faire précieux. Il y a eu cette envie de protéger ces savoir-faire. Ensuite, cette envie de créer un réseau pour les renforcer, pour pouvoir s'attaquer ensemble à des marchés à l'international, donc faire rayonner le savoir-faire à l'international. Comment vous avez appris, comment vous avez appris cette nouvelle? Comment vous avez... Dans le rôle du réseau Excellence, il y a la partie un petit peu lobbying et surveillance, entre guillemets. C'est un label d'État, donc c'est l'État qui contrôle son label. Nous ne sommes que les entreprises labellisées, mais on est très intéressés à la vie du label. Donc on a beaucoup d'échanges avec le ministère des Finances sur ce sujet-là. Et donc sorti dans le processus du PLF, de la loi de finances qui est en train d'être votée, sorti de l'Assemblée nationale, on se rend compte que il n'y a pas de ligne spécifique à l'entreprise du patrimoine vivant. Bon, je peux pas vous dire les dessous de l'histoire parce que je ne connais pas. On constate simplement que ça n'est plus dedans. On a pu assez rapidement se mobiliser. Le réseau Excellence, il est composé de 11 associations régionales. C'est une fédération en réalité. C'est ce qu'on a construit depuis 3-4 ans. Donc on a heureusement un réseau dans les territoires et on a pu très rapidement mobiliser les sénateurs, parce que c'est maintenant là que ça se passe. Bien sûr. Et tous ont répondu avec grand intérêt pour effectivement déposer des amendements. Donc il y a 2 ou 3 amendements qui sont déposés et qui seront débattus mardi après-midi par les sénateurs, et avec un certain nombre qui sont quand même convaincus que c'est une bonne approche. Je dois dire aussi que le ministère des Finances nous aide dans toute cette action-là, est attaché au label. Mais face à cela, il y a toutes les contraintes budgétaires, et donc à l'intérieur même du gouvernement et des décisions aujourd'hui de l'État, on voit bien que c'est pas facile à lire et qu'il faut absolument
parler de ce label, pour convaincre, y compris dans les instances décisionnaires, à tout niveau, que c'est quelque chose d'utile. Donc voilà, on est dans cet environnement depuis 15 jours et depuis la dissolution, pas facile à lire, au moment d'un plan de finances où il y a beaucoup d'autres sujets que celui de l'EPV, mais pour nous, il est central. C'est comme un coup de massue, quoi. J'imagine pour les entreprises de patrimoine vivant, parce qu'on se dit, un label d'État qui a plus de 20 ans d'histoire, forcément, il est... On s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait pas du tout à ça. Je pense que pour les échanges qu'on a avec l'État depuis 20 ans, c'est toujours extrêmement positif et constructif. Donc des c'était retombées une ultra énorme positives, surprise. économiques. Donc vous vous sentiez à l'abri, en fait, finalement, quand même. Et plus qu'à l'abri, l'État capitalise dessus. Dans le plan métier d'art, il y a maintenant un an et demi, il y avait une ambition, mais qui est toujours présente, nous on la porte volontiers, de passer de 1500 à 2500 entreprises labellisées. Donc on était dans une dynamique en plus très constructive et positive pour ramener les entreprises qui ignorent le label, mais qui pourraient s'en servir. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, et donc ils pourraient nous emmener à ce nombre de 2500. Donc l'État nous poussait aussi à ça. Donc effectivement, ça nous a rendus d'autant plus surpris. Oui, c'est-à-dire qu'on vous encourage à communiquer davantage dessus, à essayer de renforcer justement ce groupe d'entreprises qui ont ce précieux label Entreprise du patrimoine vivant. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Vous sentez qu'il y a une vraie mobilisation derrière vous? Alors moi, je suis très partagé et toujours extrêmement prudent. Je suis très heureux de voir que on a parlé beaucoup du label, ça c'est quand même une force, et je pense que quelque part ça disparaîtra pas, ce qui se passe depuis 10 jours, parce que c'est extrêmement soutenu. Il y a aussi tout un collectif du Made in France. Là, on est toujours sur le salon du Made in France. Il y a des Origines France Garantie, qui est une certification complémentaire avec qui on se soutient. Les Forces françaises de l'industrie, qui sont aussi un collectif assez fort avec qui on parle beaucoup. Tout le monde s'est rassemblé autour du label EPV, donc ça c'est très positif. Mais je reste extrêmement prudent, parce que même si les retours des politiques avec lesquels on peut parler sont positifs, eh bien demain, pour des questions administratives, ça pourrait effectivement disparaître, ou des bonnes raisons budgétaires. L'État doit faire des économies, ça je dis évidemment pas le contraire, mais je reste extrêmement prudent, parce que malgré tout le positif qu'on a en retour de notre action depuis 10 jours, aujourd'hui c'est pas dans le marbre, et il faut absolument que ce le soit, et donc on reste super vigilant. Oui, et puis vous venez de l'évoquer, il y a tout un écosystème du Made in France qui s'est mis en place, pour justement renforcer ce savoir-faire français pour des produits qui sont fabriqués sur le territoire majoritairement. Donc c'est vrai que voir cette famille du Made in France qui est de plus en plus soudée, qui s'agrandit, qui a cette envie vraiment de défendre le territoire. C'est extrêmement réconfortant pour nous, et puis c'est pas que réconfortant pour être simplement bien dans sa peau, c'est qu'on voit qu'il y a une dynamique réelle et qu'il y a un besoin ressenti par nous, les industriels et les artisans, en même temps que les consommateurs, de savoir d'où vient ce qu'on consomme, et on comprend le sens que ça a de travailler dans nos territoires, ça crée de l'emploi. Et on commence à comprendre aussi l'implication économique. Plus on crée de l'emploi chez nous, plus on crée de la valeur ajoutée, et plus on règle nos problèmes d'endettement. La vie n'est pas aussi facile, mais presque, en vrai. Et ça, on se le dit peut-être pas assez. Et toutes ces certifications EPV, en premier lieu par la haute façon, nous aident sur cette voie économique pour l'État français. Merci beaucoup Tristan de Witt. Je rappelle que vous êtes le président de ce réseau d'excellence entreprise du patrimoine vivant. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer et de témoigner sur ce label entreprise du patrimoine vivant qui est menacé en ce moment. Et donc, on l'a bien compris, vous êtes nombreux à vous être mobilisés. Merci beaucoup. Merci à vous, et on suivra tout ça de très près, comme toujours, dans C'est ça la France, sur Sud Radio. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec vous Thibaut, cette semaine, vous nous emmenez prendre un bon bol d'air entre marée et océan, dis donc. Et oui Nathalie, on part pour l'île de Ré dans les Charentes-Maritimes, une île réputée pour ses marais salants. Il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, la culture du sel était le poumon économique de la région, et aujourd'hui il y a encore 85 sauniers qui produisent 2500 tonnes de gros sel par an en moyenne, les bonnes années. Et je vous propose tout de suite de vous plonger dans cette histoire de sel en compagnie de Benoît Poitevin, responsable de l'écomusée du marais salant. Les premiers marais dans l'île de Ré, c'est au milieu du XIIIe siècle, au nord, sur la commune des Portes. Là, le marais où nous sommes aujourd'hui, il a été creusé, il a commencé à produire du sel, à peu près au milieu du XVIIIe siècle, vers 1750. Comment sont nés ces marais? Alors, ce sont des moines qui exploitaient déjà des marais salants sur la côte vendéenne et qui cherchaient à agrandir leurs exploitations et qui ont trouvé des terres d'argile sur l'île de Ré. Et donc, ils sont venus sur l'île de Ré, ils ont commencé à faire des digues,
pour éviter que la mer n'envahisse ces terres qui étaient submergées à chaque grande marée. Et ensuite, avec les rétais, ils ont creusé les différents bassins qui constituent actuellement tous les marais salants de l'île de Ré. C'est tout à fait anthropique, c'est un paysage qui est façonné par l'homme, qui a été fait par l'homme, entretenu par l'homme et qui est toujours entretenu par l'homme. Et ce qui permet d'avoir effectivement un savoir-faire bien particulier, que ce soit pour la conservation des marais avec le travail de l'argile ou que ce soit pour la récolte du sel. Alors moi j'aimerais savoir comment on récolte le sel. Alors le sel, c'est pas très difficile. Tout le monde sait que la mer est salée. Dans la mer, il y a très peu de sel, il est dissous dans l'eau. Donc on puisse le récolter, il faut qu'il se cristallise, qu'il forme un grain. Et tout le travail, tout le savoir-faire, tout l'art du saunier, ça va être de faire circuler son eau dans différents bassins. Quand l'eau va circuler, elle va d'abord se décanter. On va enlever le sable, les algues, la vase qui sont en suspension dans l'eau. Plus l'eau va s'évaporer, plus le sel va se concentrer. Et à la fin, on aura une cristallisation, la formation d'un grain qu'on pourra récolter. On est au cœur du marais. Est-ce qu'on pourrait décrire ce marais pour les auditeurs? Et ben là, vous voyez, les bassins sont un petit peu en escalier. Il n'y a pas de pente en fait, c'est comme les marges d'un escalier. Le Vaset, le premier bassin, est le bassin le plus haut. Et ensuite, bassin par bassin, simplement par gravité, l'eau va tomber. Et tout l'art du saunier, ça va être, ou de la saunière, ça va être de bien régler la vitesse de l'eau en fonction du soleil et du vent, pour qu'à l'arrivée, normalement 3-4 jours après, on ait le petit grain de sel qui se forme. Et comme le système est en continu, tous les jours, on a des grains de sel qui se forment dans les derniers bassins et tous les jours, on va récolter du sel et de la fleur de sel. Mais la récolte du sel, Thibault, elle est entièrement tributaire de la météo? Malheureusement, c'est le cas, oui. Nathalie, l'ennemi de ce système de production, c'est la pluie qui diminue, qui diminue les concentrations de sel déjà obtenues. Et il faut attendre que toute cette pluie qui est tombée s'évapore pour recommencer à produire. En tout cas, il y a un côté magique dans la formation du sel. Ah bah oui, c'est exactement ce que m'a dit Benoît, qu'on va écouter à nouveau. Ce grain de sel, c'est des tout petits cristaux qui vont se coller entre eux, qui vont former des petites pyramides de sel, comme des petites trémies. Ces petites trémies microscopiques vont aussi se coller entre elles et on va avoir un grain de sel qui, au bout de 24 heures, 48 heures, fera à peu près 6-7 mm. Et puis on a aussi la fleur de sel, donc il est vraiment le nec plus ultra du sel, qui elle va se cristalliser à la surface de l'eau. On va avoir des petits grains de sel tout fins, tout blancs au début d'après-midi qui vont apparaître à la surface de l'eau. On ne va pas attendre trop longtemps pour les récolter, sinon ça va grossir. Et puis cette fleur de sel va couler. Et donc vers 17h, 18h, on commence tout doucement à écrémer ce sel qui flotte à la surface de l'eau, qui est un sel fin et blanc qui est normalement réservé pour la table. C'est un vrai spectacle, non, de voir ce sel apparaître, ces cristaux de sel. La fleur de sel, c'est magique. La fleur de sel, c'est le sel qui flotte à la surface. Déjà, on n'imagine pas un grain de sel flotter, donc on voit ça flotter. Ces petits grains de fleur de sel vont avoir tendance à se coller entre eux, ça va former des plaques. Et si tout se passe bien, on va avoir 25 mètres carrés de fleurs de sel qui vont flotter sur l'eau, puisque nos bassins ici dans l'île de Ré font 5 mètres sur 5. Et très délicatement, avec un outil adapté, le saunier ou la saunière va prélever cette fleur de sel qui flotte. Je ne dégusterai plus jamais de la même façon ma fleur de sel, Thibault. Très bon choix, Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Absolument. Merci à vous, merci Thibault, merci à vous, chers auditeurs. Et oui, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.